Bonjour et bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui donne la parole à des femmes noires afin de discuter de leur désir ou non-désir de maternité. Si je vous dis médecin et maman, vous vous dites quoi ? Fastoche, elle a toutes les clés en main pour assurer une belle grossesse et un bel accouchement, n'est-ce pas ? Je pense que c'est un raccourci très simple, car chaque femme, médecin ou pas, a sa propre histoire et cet épisode nous le démontre très bien. Fatimata Diagana est médecin généraliste, maman d'un petit garçon de 1 an. Elle nous raconte avec finesse la naissance de son désir de maternité, sa grossesse, la transmission de ses origines africaines à son fils métis, mais aussi son point de vue sur la médicalisation intensive de la grossesse. Bonne écoute. Bonjour Fatimata. Bonjour Tipora. Je suis tellement contente de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci, moi aussi, je suis contente d'être en face de toi. Donc du coup, je vais commencer par te poser quelques questions. La première étant de te présenter. D'accord. Je m'appelle Fatimata Diagana, j'ai 34 ans. Je suis maman d'un petit garçon d'1 an qui s'appelle Issa. J'habite à Paris et je suis médecin généraliste. Donc on en reparlera peut-être, mais je pense que c'est une particularité que des gens, enfin tu as eu peut-être des remarques. Ah bah oui. Et ouais, on en parlera je pense. Donc tu dis que tu es maman d'un petit garçon et du coup, avant de parler de ton bébé, on va peut-être parler de ton schéma familial. Oui. Donc je sais pas, est-ce que tu as des frères et sœurs ? Oui. On est 4. D'accord. Moi je suis la deuxième. Ok. J'ai un grand frère qui a... Moi j'ai 34, donc il a 36. Oui. J'ai une petite sœur qui a 31. D'accord. Et un petit frère qui a... il va avoir 27 ans. Donc ça va, vous êtes tous grands. Oui, maintenant on est tous grands, oui. Et du coup, est-ce que dans ton rôle de seconde, surtout que tu es la première fille, Ouais, c'est ça. est-ce que tu as eu dans ton enfance, je sais pas, tu t'es dit... parce que moi je suis l'aînée, je suis une fille et je vois qu'il y a un petit traitement différentiel que l'on soit une fille ou un garçon. Complètement. Et c'était peut-être quelque chose que tu as vécu Complètement, oui. Enfin, les premières années, pas tant que ça. Enfin, du coup, mon frère et moi, donc on a 2 ans de différence. Ma petite sœur, elle a 3 ans. En fait, ça faisait vraiment nous 3. Et il y avait mon petit frère qui arrivait un peu plus tard, parce qu'en fait, entre mon grand frère et mon petit frère, il y a 10 ans. D'accord, oui. Et du coup, donc c'était vraiment le groupe de 3, et puis le petit frère qui arrivait après. Et au début, je voyais pas trop de différence. On était à peu près traités à la même enseigne, et puis au fur et à mesure, comme on disait, moi j'étais plus alléguée aux tâches ménagères, tout ça. Ouais. Et mon frère, qui les faisait avant, il les a faites, hein. Et puis après, il a arrêté. Plus besoin de... Et moi, je me souviens vraiment, c'était une fois en fait où il y avait des cousins qui sont venus à la maison. Mon frère faisait participer, il faisait la vaisselle, lui il lavait avec le savon, moi je rinçais, donc c'était vraiment le tour je lave, tu rinces. Et du coup, voilà, c'est ça. Balayer, passer la serpillière et tout ça, vraiment on partageait. Vraiment. Et puis donc ce cousin est arrivé à la maison. Et lui, il avait 6 grandes sœurs, je crois, 6 sœurs autour de lui. D'accord. Et il voyait mon frère participer aux tâches ménagères. Il fait, mais qu'est-ce que tu fais ? Ah ouais. Moi, à la maison, c'est mes sœurs qui font ça. Moi, je fais rien et tout. Puis du jour au lendemain, il a arrêté. Et puis ma mère n'a pas... Elle lui a pas dit. Mes parents, ils n'ont pas essayé de... Et puis voilà, donc voilà. Et du coup, est-ce que ça reste quand même je sais pas s'il est en couple, mais est-ce que maintenant... Oui, il est en couple, il est marié et il a 3 enfants. Et si, il participe aux tâches. Oui. Ok. Donc du coup, c'est pas totalement perdu. Il sait quand même s'occuper de plein de choses dans son foyer. Donc ma belle-sœur, il y a quand même des trucs qui restent exclusivement féminines malheureusement, mais il fait quand même d'accord. Quand même des choses. Et du coup, donc là, avec tes parents, ils habitent encore en France. Mes parents, mon père est décédé il y a 2 ans. Ils étaient séparés. D'accord. Ils se sont séparés, j'avais quel âge ? 20 ans. Ah oui, donc c'était quand même assez tard. Ouais, oui. J'étais grande. Oui. Donc ils se sont séparés, après j'avais 20 ans. Du coup, moi je suis partie. Oui. J'en ai profité. Oui, c'était l'excuse. C'est ça. Pour voler
quitter, voilà. Oui, c'est pas... Oui, peut-être pas le bon terme, mais voilà, j'ai saisi l'occasion. Vu que la famille était en train d'exploser, en fait, je me suis dit, c'est le moment où je peux partir, pas de façon la plus simple, mais où il peut y avoir une explication, en fait. J'avais déjà, dans ma tête, j'avais l'envie de partir, mais je pouvais pas arriver. Mes parents, ils sont d'origine matanienne, des Soninké. Qu'est-ce que tu vas dire? Bon, papa, maman, ça y est. Voilà, je vais prendre mon appartement, je vous laisse. C'est vrai que s'il n'y a pas. Moi je sais que c'était pour les études. Oui, voilà, moi j'avais pas. Oui, on est de région parisienne, j'étais pas très loin, je prenais le RER. D'accord. J'avais pas d'excuses à dire mon école elle est en province ou là. Du coup au début j'étais au Crous. D'accord, oui. J'ai fait ça. J'ai été au Crous pendant 2 ans, je crois. 2 ans, et puis après j'ai pris un appartement toute seule. Et donc tu as fait tes études en médecine? J'ai fait mes études, du coup je suis partie, j'étais en 2e année. D'accord. J'ai commencé ma 2e année. Donc au Crous, 2e, 3e année. Et puis je travaillais à côté. Ah oui, en médecine. Ouais. Ah ouais. Des fois j'y repense et je me dis comment j'ai fait. Parce que je travaillais de nuit. Ah oui, en plus. Et le week-end. Donc j'avais mes cours dans la journée. Puis je finissais mes cours. Ah mais tu es super forte. Non mais je crois que quand t'as pas le choix, tu le fais. Tu te penses pas. Tu te dis pas, je me disais pas à ce moment-là, je fais un truc de ouf. J'avais pas d'argent, mes parents, ils étaient séparés, ils pouvaient pas. Ni l'un ni l'autre pouvaient subvenir. Oui, parce qu'il y avait mon frère qui était en école d'ingénieur, il y avait ma petite sœur et mon petit frère qui étaient encore au lycée, au collège, mais il fallait, à la maison. Du coup chacun payait un loyer vu qu'ils s'étaient séparés, tu peux pas aussi payer. Il y avait l'école d'ingénieur de mon frère qui coûtait des milliers d'euros par an. J'avais pas le choix, il y avait pas le choix, tu travailles et puis tu fais le truc. Donc j'ai fait le choix de redoubler ma 5e année parce que je me sentais pas prête à être interne. Tout de suite. T'as 6 ans, t'es interne pour apprendre ta spécialité pendant 3 à 5 ans. Et donc moi j'ai choisi médecine générale. Et donc en 6e année, en fait, tu passes encore un concours. T'as le concours en première année et t'as le concours en 6e année. Et en fait, à ce concours-là, en 6e année, tu peux pas redoubler. Tu peux redoubler, mais c'est un peu alambiqué. Voilà. J'avais peur de pas pouvoir redoubler parce que je me sentais vraiment pas prête d'être interne. Donc je préférais redoubler ma 5e année. D'accord. Comme ça, j'étais sûre d'avoir une année de plus pour me préparer. Et du coup, j'ai travaillé pendant toutes ces années-là et ça a fonctionné. Oui, j'ai fait ce que je pouvais et j'arrivais à ce que je voulais. C'est top. Franchement, chapeau. Faut le dire. Avec le recul, même toi, tu dois te dire non, même pas. Je pense que dans quelques années. Je sais pas. Comparé moi, je l'ai vu aussi comparé au parcours de mes amis qui avaient les moyens, que les parents pouvaient aider. Des fois, je me dis, en fait, toi, ça fait depuis que tu as 16 ans que tu bosses, que eux, ils sont là, ça fait genre 5 ans. Mais du coup, c'est vrai qu'avec le recul, comme tu dis, c'est normal, mais il y a des fois où tu te dis... c'est vrai que par rapport à ces personnes-là, mais de toute façon, ton comparatif, c'est toi-même. Exactement. Donc, on ne pouvait pas faire autrement. Donc voilà. J'ai fait. Mais c'est bien, franchement. Et tu es contente de ce que tu fais aujourd'hui? Tu es médecin? Je suis médecin généraliste. Je travaille dans des centres de santé en Seine-Saint-Denis. Je suis médecin de PMI aussi. Je suis un mi-temps de médecine générale, un mi-temps de PMI du côté des enfants. D'accord. Et je fais aussi un peu je suis médecin de crèche aussi. J'aime pas laisser les enfants, je veux en voir tous les jours. C'est trop beau, donc tu as les 3 casquettes. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et là maintenant en médecine générale, je commence à avoir je voyais déjà beaucoup d'enfants, mais là je commence à avoir un peu l'étiquette de spécialiste. C'est le médecin. Si vous avez des problèmes avec les enfants, il faut aller voir le docteur Diagana. D'accord. La salle d'attente, c'est vrai qu'il y a plein de poussettes.
Mais c'est trop bien. Ouais, c'est cool. Franchement, t'as pu en fait te diriger parce que tu as étudié, t'as eu une spécialité. En fait, médecine générale, c'est une spécialité. D'accord. Depuis 2004, t'es spécialiste en médecine générale. D'accord, ok. Tu prends la médecine générale. Et ce qui est bien dans la médecine générale, c'est que pas mal de choses que tu peux faire et tu fais en fait, tu pratiques la médecine un peu que tu as envie. D'accord. Et donc si tu veux voir des enfants, tu peux des enfants. Si tu veux faire la médecine du sport, par exemple, tu peux faire un diplôme universitaire pour faire de la médecine du sport. Si tu veux faire de la gynécologie, tu peux faire un diplôme universitaire pour faire de la gynécologie. En fait, c'est dur en fait, non? Au final, les spécialistes vont dire non, le médecin généraliste, voilà, mais je trouve que c'est une spécialité. En fait, quand tu ouvres la porte et que tu appelles le patient, tu sais pas pourquoi il vient. C'est ça, mais tu dois te connaître. Et tu dois, avoir des connaissances sur plein de domaines. Et oui, vu que c'est devenu une spécialité, c'est aussi maintenant un apprentissage universitaire. Et donc, on doit connaître, on a certaines compétences qu'on doit avoir pendant l'internat. Pendant l'internat, on doit acquérir certaines compétences pour être médecin de premier recours, de soins primaires. C'est plus médecine, on est spécialiste en médecine générale, mais en fait, on est des médecins de soins primaires de premier recours. D'accord, ok. Oui, on a plein de casquettes. L'idéal, c'est bien de se mettre à jour sur le domaine. Et c'est bien parce que du coup, tu rentres pile poil dans le sujet, vu que tu es donc spécialisée enfance et PMI. Et d'ailleurs, je me suis demandé si tu étais que médecin généraliste, parce que je crois que j'avais vu une story où, je sais plus, il y avait une histoire de PMI, je sais pas. Du coup, je suis allée faire des petites recherches et j'ai pu voir qu'en France, il y a de moins en moins de médecins en PMI. Donc PMI, si tu veux rappeler peut-être la... Alors, c'est la protection maternelle et infantile. En fait, donc c'est pour le suivi des femmes et des enfants. Ça a été créé, je crois, au moment de la guerre. D'accord. Je crois. Si mes souvenirs sont bons. Et c'était pour lutter contre la mortalité infantile. Et notamment, donc, qui dit les enfants, dit aussi la grossesse et les femmes. Mais c'est pas que les mamans, c'est aussi les femmes. C'est la planification. La planification aussi. Donc le suivi de la grossesse, mais aussi tout ce qui est contraception. Et tout ça. C'est bon à savoir. Oui. T'as des médecins qui font de la gynécologie, mais c'est pas que le suivi des femmes enceintes. C'est aussi des IVG, c'est aussi la contraception. Je savais pas ça. C'est bon pour les auditrices qui nous écoutent. Sachez que c'est pas que les enfants et que la femme enceinte. Qu'est-ce donc la PMI? La protection maternelle et infantile est créée en 1945 au sortir de la guerre mondiale, dans un contexte où l'essor démographique apparaît nécessaire. La Seconde Guerre mondiale avait eu de nombreuses répercussions sur l'état physique et la santé des personnes. 60% des adultes avaient subi une perte de poids et des problèmes de croissance étaient observés chez un enfant sur 3. La survie du nouveau-né est alors, pendant toute la période de l'après-guerre, un objectif prioritaire. La PMI assure aussi le suivi de grossesse de la femme enceinte et le suivi médical des enfants de moins de 6 ans. Cependant, la PMI, ce n'est pas que ça. Elle a aussi joué un rôle précurseur dans la distribution de la pilule contraceptive. Ces centres délivrent en effet gratuitement, sur prescription médicale, des moyens contraceptifs aux mineurs et aux adultes sans couverture sociale. Ils assurent par ailleurs les entretiens préalable à l'interruption volontaire de grossesse et le dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Ils peuvent aussi donner des conseils en cas de violence familiale et ou conjugale, psychique ou physique. Et c'est dans tous les départements. Après, c'est des volontés départementales. C'est pour ça que plein de disparités entre les départements. Parce que si le département finance, ça a été, je sais plus en quelle année. Avant, c'était l'État. D'accord. C'était tout ce qui est... Il y avait l'aide sociale à l'enfance aussi. En fait, c'est l'ancienne DAS. D'accord. Qui était à l'État. Et en fait, ensuite, il a décentralisé et donc a donné la gestion des PMI au département. Je sais plus depuis quand. Mais voilà, du coup, c'est pour ça qu'il y a autant de disparités en fonction des départements et en fonction de là où tu habites. Tu vas avoir des PMI... Tu vas avoir du personnel, ou tu vas avoir des choses, et dans d'autres PMI où il n'y a pas grand chose, où c'est pas tout le temps ouvert. D'accord. Ok. Moi, en Seine-Saint-Denis, ils ont mis le paquet.
Il faut le dire, hein, parce que la Seine-Saint-Denis, c'est certes, on est en train de dire oui, c'est le département le plus pauvre de France, tout ça. Mais il y a des moyens. Mais il n'y a pas forcément de moyens. C'est vraiment des volontés politiques. Oui. Parce que j'ai travaillé dans d'autres PMI, dans d'autres départements, et c'est pas pareil. Oui. Et quand tu dis que c'est beaucoup mieux, c'est que par exemple tu as plus de médecins, ils offrent. Les médecins, ça c'est pas eux qui. Ah, c'est pas eux qui. D'accord. En fait, le problème de ne pas avoir de médecin en PMI, c'est la rémunération. Ok, c'est ça. Après, c'est vrai que... ça paye. Ouais. Ça paye pas beaucoup. C'est pas valorisé. En tout cas, financièrement, c'est pas valorisé. Et c'est vrai qu'entre pairs, quand tu dis que t'es médecin de PMI, moi, mes confrères ils me disent pas « Oh, trop bien, t'es médecin de PMI, j'ai trop envie de faire comme toi. » C'est un peu... après, c'est peut-être une sorte de... tu fais ça avec une sorte de notion humanitaire, entre guillemets, sociale. J'adore les enfants, j'adore le travail en équipe. Voilà, je me voyais pas dans mon cabinet toute seule. De toute façon, c'est un exercice qui tend à laisser... mais quand j'étais petite, j'allais en PMI et j'aimais trop aller en PMI. Et quand j'ai fait médecine, je t'ai dit quoi, j'aimerais bien travailler en PMI, les enfants, j'adore les enfants. Donc, pour moi, ça allait de soi en fait. Oui, ça coulait de soi. Et du coup, moi aussi, la PMI, je l'ai connue grâce à ma mère, je l'accompagnais avec mes petits frères et sœurs. Et c'est vrai que moi déjà, j'avais la partie que maman et enfant, je ne voyais pas du tout la partie contraception, etc. Et des fois, je les voyais limite comme des assistantes sociales. Il y a une dimension sociale aussi dans la PMI. Il y a une dimension sociale. C'est vrai qu'au début, moi, je les voyais un peu d'un mauvais œil, parce que pour moi, c'était une sorte de flicage. Est-ce que ça se passe bien à la maison? Après, c'est comme tu le dis, c'est pour la protection de l'enfant, donc c'est normal de poser des questions et autres. Mais quand on est noir et qu'on sait un peu tout ce qu'il peut y avoir derrière l'imaginaire, ça peut faire... complètement. Moi, ça m'embêtait un peu, je t'avoue. Après, je sais pas si toi, aujourd'hui, en plus, peut-être que tu reçois pas mal de patientes racisées aussi. Complètement, oui. Parce que c'est vrai que souvent, ma mère allait chez le médecin, notre médecin, il n'était pas dans la même ville. Moi, j'habite pas Paris, c'est le milieu rural. Si t'as pas de voiture, c'est compliqué. Du coup, la PMI, c'était vraiment le médecin à proximité. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que tu avais beaucoup de personnes racisées qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens. Je sais pas si ça a changé aujourd'hui. Pas vraiment. Non. En fait, la PMI, tu payes pas. Du coup, c'est... Oui, c'est ça. Donc, c'est des centres où les consultations sont gratuites. Oui. Et quand les gens n'ont pas pris en charge sociale, pareil, les vaccins, en fait, c'est nous qui les fournissons. D'accord. Malheureusement, les personnes précaires, c'est des personnes racistes. Et est-ce que tu sens par rapport à, je sais pas, tes confrères, est-ce qu'ils sont beaucoup plus ouverts ou ça a peut-être changé aujourd'hui en 2020? Mes confrères de PMI, et qui sont ouverts, qu'est-ce que tu entends par là? En gros, est-ce qu'ils sont pleins d'a priori encore aujourd'hui ou est-ce qu'ils traitent les patients? Ça dépend des personnes. Ok. Ça dépend. Vraiment, ça dépend. Faut nuancer. C'est ça. Il y en a, qui sont pleins de clichés. Et t'en as, qui savent que les personnes sont racisées, qui prennent en compte du coup aussi cette dimension culturelle, mais du bon côté. D'accord. Pas pour en faire la figurité. C'est ça. Plein d'a priori. Parce que par exemple, on voit de plus en plus aujourd'hui par rapport à la santé mentale, on a de plus en plus de personnes qui vont dire quand t'es racisé, aller voir un psy c'est compliqué parce que soit ils vont tout de suite dans le cliché en mode tous tes problèmes sont liés à ton histoire en tant que racisé, ou soit ils prennent pas du tout certaines dynamiques. Donc je sais pas si là quand tu parles de protection infantile, etc., est-ce que des fois il n'y a pas des amalgames qui sont faits, ou peut-être que je vais trop loin. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, parce que je faisais donc de la protection infantile, des consultations pédiatriques, ça fait plusieurs années que j'en fais. La protection de l'enfance, j'en fais depuis l'année dernière. D'accord. Et pour l'instant, ça va. Mais c'est bien de l'entendre. Après, je me demande, est-ce que c'est parce que je suis là? Oui.
Et du coup, ils se disent... oui. Et ça, je peux pas savoir. Oui. Ça, je peux pas savoir parce que j'ai pas un développement blanc. Oui. Donc chacun fait ses consultations, je sais pas. Mais lors des réunions, en tout cas, voilà, j'ai pas... Et les réunions de protection d'enfance, j'ai pas tous ces prix. D'accord. Je ressens pas ça. Mais c'est bien entendre. Oui. Moi, j'aime bien aussi entendre des bonnes histoires. C'est bien. Oui. Moi aussi, je suis contente que ça soit ici. Ils font appel à des ethnopsychiatres. Je sais que là, en Seine-Saint-Denis, donc les consultations pour les patients qui parlent pas français, je peux avoir un interprète. Très bien. Mais quasiment à toutes les consultations et quasiment à toutes les langues que je souhaite. Super. Moi, je parle soninké. Oui. Donc du coup, je fais des consultations, des consultations en soninké. Donc oui, ils sont moins, je pense qu'il y a moins de clichés quand même. Ils vont vraiment vers l'autre. Petite note positive. Oui. Et du coup, en parlant de positif, de belles choses, donc tu es maman d'un petit garçon de 1 an. Oui. Alors, est-ce que tu peux déjà nous raconter si t'as... Bon, je pense que je sais déjà la réponse. T'adores les enfants, donc je suppose que t'as toujours eu ce désir de maternité. Quasi. Et du coup, comment ça s'est passé, la grossesse, et tout ça j'ai quasiment toujours voulu avoir des enfants. Oui. Je crois vraiment, j'ai commencé à le verbaliser, j'avais 15 ans. Ah ouais. Déjà, mon petit frère, donc on a 8 ans de différence, et déjà pour moi, c'était mon bébé. Ah ouais. Ma mère, je me promenais quand je sortais avec mes copines, je le prenais en poussette avec moi. Je me rappelle, il y avait une fois, ma mère, il était tout petit, et ma mère devait aller faire une course juste en bas. Elle m'a dit, je le laisse, il est en train de dormir, je reviens dans 30 minutes, tu le laisses dans son berceau, tu le laisses dormir. Et j'avais trop envie de lui changer la couche. J'avais trop envie. Alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai changé la couche. Et je me suis dit, et je l'ai remis dans son lit. Je me suis dit, ma mère, elle va rien voir et ça. Et donc moi, j'étais trop contente de lui avoir changé les couches. Donc ma mère, elle est revenue. Et donc il y avait mon petit frère toujours dans le lit. Moi, j'étais contente, ça. Et en fait, j'avais mis la couche à l'envers. Ah mince. Donc je me suis grillée direct. Mais non, j'adore les enfants. Ma mère, elle avait plein de copines, elle amenait toutes ses copines, elle amenait les enfants à la maison et tout. C'était trop cool, j'étais trop bien. Et du coup, dans l'idéal, si j'avais pu, je pense que j'aurais voulu être maman avant, parce que j'ai été maman à 33 ans, j'aurais voulu être maman beaucoup plus tôt. D'accord. Déjà, je sais pas si je le voulais moi, mais c'est aussi que ma maman, je pense, je sais pas ta maman, mais globalement, ma maman nous rend super jeune quand même. Ouais, c'est vrai. Donc moi, je voyais le temps défiler, je me disais, ah là là. Ça passe. Mais ouais, et je vais être maman, je vais être super vieille. Et là, donc j'ai été maman à 33 ans, et c'est vrai que mes tantes qui ont eu leurs premiers enfants, genre à 30 ans, 35 ans, ma mère elle me disait, ah là là, elles sont toutes vieilles pour faire leurs enfants, c'est déjà des mamies, tout ça. Je me rappelle, j'avais une cousine qui s'était mariée, elle avait 35 ans, et ma mère elle disait, oh là là, mais qu'est-ce que dépêche pour ça, pour avoir ses enfants, mais c'est ça. Et là, je me dis, en fait, je suis à sa place aujourd'hui, et je me trouve pas si vieille. Il te dit, mais mais c'est ça, ça va. Et ouais, même si j'avais voulu l'avoir plus tôt, je pense que là, je suis bien. Oui, tu te dis finalement, c'est bien. En fait, maintenant, d'avoir eu tout ce temps pour moi, de savoir ce que je veux lui transmettre, enfin, d'être un peu en accord avec moi-même et de savoir ce que j'ai envie de transmettre. C'est une belle chose. Non, c'est important. Avant, vraiment, je me disais, je vais être maman super tard, je suis trop dégoûtée, tout ça. Et en fait, maintenant que je suis là, en fait, je me dis, en fait, c'est bien. Les choses ont été bien planifiées. Le seul truc que j'aurais voulu changer, c'est que mon père le connaisse. Voilà. Mais sinon, non, c'est... Niveau timing, c'est le bon timing. Du coup, la grossesse... En fait, avant d'avoir mon fils, j'ai eu 2 fausses couches, dont une à 4 mois. Ah oui, quand même. Waouh, c'est dur. Ça a dû être très dur. C'était un peu... C'était pas une super...
Et pas tout le monde en parle. Non. Et je sais qu'en plus, quand j'ai eu cette grossesse, j'avais décidé d'informer mes copines et la famille très rapidement. D'accord. Et je leur disais, parce que comme ça, si je fais une fausse couche, au moins vous êtes au courant et vous pourrez me soutenir. C'est vrai que d'un côté, c'est vrai que... Bah oui. Enfin, parce que souvent c'est oui, on dit, on garde les 3 mois, on voit, voilà, et puis on annonce. Mais là, je m'étais dit, je divise, comme ça, si je fais une fausse couche, je pourrais être soutenue. Et moi, je pensais que j'avais passé le stade des fausses couches. En fait, là, j'en ai fait une, du coup, 4 mois et demi. Donc, t'as eu un soutien quand même de tes proches. Oui. Du coup, j'ai été hospitalisée, et on m'a dit que j'allais faire la fausse couche. Du coup, je l'ai faite 48 heures après mon hospitalisation, mais les 48 heures, ma mère est venue, mon père est venu, j'ai des copines qui sont venues me voir, il y avait mon conjoint qui était avec moi. Donc, j'étais ultra soutenue. Je suis sortie de l'hôpital, mes parents ils venaient tout le temps, alors qu'ils habitaient loin, dans le 77. Mais ils venaient. Mes copines. J'ai une copine qui est venue, mon mec devait travailler le jour où je suis sortie, mais j'ai une copine qui est venue me chercher à l'hôpital, qui m'a ramenée à la maison. Enfin, j'ai été. Franchement, c'est on a été vachement soutenus. C'était. J'ai vraiment été vachement soutenue. Donc, du coup, je me dis, je pense que j'ai pas mal fait de l'avoir annoncé tôt, même si de toute façon, au terme où j'étais, ça se voyait que j'étais enceinte. Mais voilà. Tu te dis c'est quand même un bon conseil. C'est ça. Je pense que... Après, peut-être qu'il y a aussi chacune à son histoire. Celles qui veulent garder et l'annoncer plus tard, ok. Et celles qui veulent l'annoncer tout de suite, ok. Je pense que Mais le soutien, c'est important. Super important. Là, psychologiquement... De toute façon, l'être humain n'est pas fait pour être seul. C'est clair. Après, j'ai fait encore une fausse couche, mais très 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 précoce, 5 semaines, Et 3 jours après cette fausse couche, je perds mon père, brutalement. Ah mince. Il était parti en Mauritanie en vacances, et puis voilà. Ah et tu l'as plus envie. Je l'ai vu. Il est parti, puis on nous appelle. Moi, je l'avais eu 48 heures avant, et il était enrhumé. Et après... Waouh, c'est violent. Ouais, c'est ultra violent. Ultra violent. Je m'entendais... mon père, c'était... Oui, tu t'entendais super bien avec... T'es plus une fille-maman ou fille-papa? Fille-papa, on était... il habitait en Seine-et-Marne, moi j'habitais à Paris, mais on s'appelait quasiment tous les jours, tous les 2 jours. En plus, lui avait fait médecine. C'est vrai? Il était venu en France à 18 ans pour faire médecine. Waouh! Il était militaire en Mauritanie. D'accord. Et donc il était venu par les militaires en France. Et il l'avait mis dans l'école de santé des armées à Bordeaux. Et après il y a eu un événement en Mauritanie, on lui a dit de revenir. Donc il a dit non, il a déserté, ils ont coupé des pieds, tout ça. Voilà. Donc du coup il a dû arrêter médecine. En 3e ou en 4e année. Ah oui, quand même. Et du coup il y a aussi ce lien de moi j'ai fait médecine et puis j'ai terminé à la soutenance de ma thèse. C'était j'ai commencé à dire mesdames, messieurs, les présidents du jury, tout ça. Alors, moi, je vais vous présenter mon travail de thèse et là j'entends quelqu'un qui sanglote. Oh là là. Et là, je fais, c'est mon cœur qui s'enlève. J'ai envie de pleurer moi aussi. Mais là, je dois présenter. Je n'ai pas commencé à dire le titre de ma thèse. Je ne peux pas le dire. Donc j'ai eu un gros moment de déstabilisation. Puis après, je vais bon, allez, reprends-toi. Tu pleureras après. Et donc, c'était super émouvant. Et puis du coup, je sais qu'il y en a d'autres qui ont pleuré pendant que je le présentais. C'était n'importe quoi. Donc j'ai perdu donc mon père à ce moment-là, et puis après j'ai fini par retomber enceinte 3 mois après le décès de mon père. D'accord. Et voilà. Du coup c'est une grossesse, je sais pas si elle s'est bien passée ou pas, je sais pas, parce que c'est lié. Parce que j'étais triste de la perte de mon père, parce que il y avait les souvenirs des fausses couches, et que tant que j'avais pas passé le terme de la première chose
je pouvais pas être tranquille. Et qui était quasiment à la moitié de ma grossesse. Tout le début de la première de cette grossesse qui était j'étais entre deux, je sais pas. En plus j'avais vu une gynéco avant de retomber enceinte après les 2 fausses couches, qui m'avait dit oui, vous avez sûrement une malformation de l'utérus, sûrement une malformation de l'utérus, faudra sûrement vous faire ce qu'on appelle un cerclage. C'est en fait fermer le col de l'utérus en début de grossesse. D'accord, pour s'assurer. Justement, que ça va se fermer, qu'il n'y ait pas une fausse couche tardive. Donc elle m'avait dit ça, donc tout ça. J'étais pas. C'était particulier. Et j'avais aussi cette angoisse de oh là là, je suis heureuse d'être enceinte, mais je suis quand même pas bien, est-ce que je vais transmettre cette peur, ce stress au bébé, voilà. Et puis après j'ai été arrêtée super tôt. Ah ouais? Parce que j'avais des contractions. Ah mince. Donc j'ai été arrêtée à 3 mois. 3 mois? Ouais, ah ouais. 3 mois, de grossesse. Mais on m'avait dit, la médecin là, qui m'avait dit que j'avais l'information m'avait dit du coup vous serez sûrement arrêté très tôt. D'accord. Donc je m'étais mis ça dans la tête. Et puis après au suivi on m'a dit non, en fait j'ai pas cette malformation. On m'a dit non, c'est bon, vous allez pas être arrêté. Et après je continue mon travail, mes consultations et tout, et puis en fait j'avais beaucoup de contractions. Et j'ai vu mon gynéco qui me faisait mes échographies, qui m'a dit bon je vous arrête. Donc du jour au lendemain, en plus j'ai même pas préparé mon départ avec mes patients, donc j'étais mal. Je suis partie du jour au lendemain pour 3 mois, donc je partais à 3 mois et je savais que j'allais pas revenir avant 9 mois. C'était le début, les débuts, c'est le début, et puis après le terme de la fausse couche est passé, je l'ai senti bouger, donc déjà il y a un autre lien s'est créé. C'est ça. Je m'appropriais plus la grossesse, et puis au fur et à mesure, le fait d'avoir été arrêtée, de passer le terme, ça allait. C'est pas un état génial. T'en as qui aiment, t'en as qui aiment. J'ai pas mal fond de femmes qui kiffent, je sais pas. Cette transformation. Non mais t'es plus maîtresse de ton corps. Moi j'avais des douleurs dans le bassin, dans les cuisses, dans les os. C'était pas bien quoi. Non. C'est cool de le sentir bouger, tout ça, mais quand même. C'est bizarre. Ah ouais, c'est. Puis de voir son corps qui change complètement. Mais t'as pu quand même faire des choses, parce que t'as été immobilisée, mais t'étais active. J'étais arrêtée, mais je pouvais faire tout ce que je voulais, grosso modo. Oui, du coup, j'aime bien la couture, donc j'ai fait de la couture. En plus, mon frère venait d'avoir des jumelles à ce moment-là. Donc du coup j'ai fait plein de couture pour elle, je voyais mes copines, je voulais lire mais ça j'ai pas le temps. J'arrivais pas à prendre le temps de lire, ça m'a pas arrêté dans mes activités. T'as continué ta vie. Globalement, si on oublie les douleurs, et la deuxième partie de la grossesse, ça allait. Oui, d'accord, donc t'as eu 2 phases. C'est ça. D'accord. Vraiment, une grossesse scindée en 2 jusqu'au terme de la fausse couche. D'accord. Et du coup, donc ta maman, elle est quand même à côté de toi, même si vous n'êtes pas arrivés. Est-ce qu'elle était là pour toi pendant la grossesse? Elle était assez présente. Elle t'a donné des conseils, tu sais, les conseils de la maman. En fait, moi, je suis. T'écoutais pas. Voilà. J'aime bien faire mon expérience à moi. Donc, j'essaie de lui dire oui, mais des fois, je lui dis non, mais c'est bon, maman, t'inquiète pas. T'inquiète. Donc, du coup, ça l'énerve en plus, parce que c'est pas c'est ça. Mais j'aime bien faire comme expérimenter. Et du coup, elle me donnait plein de conseils et tout ça. Il y en a que j'écoutais. Et puis, par contre, quand même, je faisais à ma sauce. C'est bien aussi. Après, c'est vrai qu'elle vous dire, mais toi, t'as la chance que je sois là. Moi, je suis toute seule. C'est ça. C'est vrai en plus. C'est vrai qu'elles ont vécu des choses inqualifiables, de vivre leur maternité toute seule. Exactement. Les années en plus. Mais oui, les années c'est ça. Elles ont fait des trucs de ouf. Mais toi, ça va, donc du coup, en tant que médecin, c'est peut-être cliché, mais est-ce que tu gérais bien ta grossesse?
Non, mais en fait, moi je m'étais dit, c'est bon, vu que je suivais des femmes enceintes. En fait, du coup, je sais à peu près tout ce qui peut se passer, mais non, mais en fait, les patientes nous disent rien. Enfin, voilà. On croit que les patients nous parlent, en fait, je me suis rendu compte que les patients ne disent rien. Et je me suis rendu compte que même moi, en tant que patiente, face au médecin, le médecin te dit ça va, tu dis ça va. Oui, tu t'étales pas, quoi. Ah ouais. Et donc, non, j'ai découvert tellement de choses. Tellement. Mais même après, entre femmes, des fois, on se le dit même pas. Ah ouais, mais ça, j'ai jamais compris, en fait. Ouais, mais même là, maintenant... T'oses pas dire à une femme enceinte. Mais je crois que t'oublies. Ah ouais. Tu sais, c'est même pas genre, je vais pas lui dire parce que j'ai peur de lui faire peur ou tout ça. Non, je crois que t'oublies. Hein. Mais est-ce que t'oublies parce que c'était tellement traumatisant que ton cerveau il a oublié le truc, ou est-ce que tu oublies parce que tu penses que, je sais pas, c'est inconscient peut-être. Franchement, je crois qu'il y a un truc. Je pense que notre cerveau. En plus, il y a tout un processus dans la grossesse et dans la maternité qui s'appelle la matrescence, où en fait ton cerveau refait des connexions et tout ça. D'accord. C'est vérifié en neurosciences et tout. Donc peut-être que le fait que tu oublies tous ces trucs-là peuvent être liés à cette modification neurologique, je sais pas, mais vraiment, tu fais pas exprès. C'est fou, ouais. Parce que j'ai eu des copines qui sont tombées enceintes après, et tous les désagréments, je leur dis que c'est chiant, que moi j'ai pas kiffé de ça, mais j'ai pas. Mais en détail. Voilà, ouais, je vois. Mais c'est vraiment pas parce que j'ai envie de me censurer, c'est juste que. Tu penses pas. Ouais. C'est incroyable. Et même là, te rappeler tout ça, j'ai besoin de faire un travail. Voilà. Ouais. De me rappeler, ah oui, il y avait ça qui était chiant, ça aussi, tu vois. Donc en gros, vous faites pas exprès. Non. En tout cas, moi, je ne fais pas exprès et on dit rien aux médecins, clairement. Matrescence. Le terme est une contraction entre maternité et adolescence et n'a rien d'un concept récent puisqu'il a été théorisé en 1973 par l'anthropologue américaine Dana Raphael. Il a ensuite été popularisé en 2017 par Alexandra Sachs, psychiatre américaine qui cherchait un mot pour normaliser cette transition vers la maternité, souvent confondue avec la dépression postpartum, faute de reconnaissance par le corps médical et de l'éducation. Je vous invite à écouter le podcast La Matrescence qui aborde très bien ce sujet. Mais du coup, donc toi, t'as vécu une grossesse comme une femme lambda, quoi. Je pense, hein. C'était pas parce que t'étais médecin que t'étais plus avancée sur tel et tel. Non, le médecin que je voyais à l'hôpital, parce que j'ai été suivie très tôt à l'hôpital. Ouais. Il me demandait à chaque fois ce que je faisais comme profession. Vas-y, fais un genre. Non, on est confrères là, à faire un genre de te rappeler que moi aussi je suis doc, quoi. Mais bon. Après, je me dis, est-ce que c'est parce que je suis noire? Tout de suite, tu t'es dit. Je me souviens pas que moi je suis doc, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Tu laisses passer, t'as pas le temps, mais bon, ça fait chier. Tu m'étonnes. Ça fait chier. Ouais. Mais tu peux pas savoir si c'est parce que t'es noire ou si c'est parce que juste lui il oublie et que toutes mes consoeurs blanches il oubliera aussi qu'elles sont médecins, tu vois. Faudrait que tu demandes à tes autres collègues. Mais en plus j'avais une collègue qui avait été suivie par ce mec et je me dis, je vais pas demander ça. Je ferais les ouais, mais ça va m'énerver encore plus, alors peut-être que je préfère rester dans le doute. Et donc là, ton fils est là depuis 1 an. Comment ça se passe du coup? Comment s'est passé les débuts avec lui? Comment ça se passe? C'est cool. Ouais, t'es super content. Franchement, ça se passe très bien. Au début, quand même, tu te prends une gifle au niveau fatigue. T'as toute la fatigue de ta grossesse et tu dois enchaîner, quoi. Franchement, on n'en parlera pas trop. C'est pas bien passé. Non, c'est pas bien passé du tout. Pareil, mais quand même, pareil. Est-ce que parce que je suis noire, je suis pas noire, je sais pas. Non, j'ai eu une césarienne. Au final, voilà. Je pense que tu veux pas en parler. Mais je sais pas. Ça se questionne. Il y a une ambiguïté sur ce sujet. Mais oui, et j'essaye de faire des recherches un peu. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Mais de toute façon, en France, on ne peut pas faire. C'est compliqué. Ça. Mais je mettrai en barre d'infos parce que j'ai lu un article. En fait, j'ai lu le livre de exactement. Ouais. Et en fait, j'ai écouté un podcast à soi dans lequel elle intervient. Oui. Et il y a pas mal de citations d'une étude qui a été faite par Madame Sauvegrain. Oui, je crois que j'en ai marre de ça. C'est ça. Et c'est le seul document officiel
asyrienne qui nous permet de savoir, mais c'est vrai que c'est fou. Hein. Donc j'ai lu le livre de Thierry Hetouche, je sais plus, il y a quelques années. Oui. Donc du coup, je l'ai dans la tête, et c'est vrai que quand je vois les mamans en PMI, du coup je regarde à chaque fois le mode d'accouchement. Ouais, très souvent, césarienne. Maintenant que je le vois, je sais pas si c'est parce que je regarde, je fais plus l'association césarienne, femme noire, tout ça, mais c'est vrai que... Proportion, mais pour l'instant, on peut pas les expliquer. C'est que des sensations, tout ça, mais on peut pas les expliquer. Après, il y a juste les études afro-américaines, sur les femmes afro-américaines qui peuvent nous permettre Et en général, c'est toujours avéré. On a quelques années de retard et tout, mais en général, si ça se passe comme ça de l'autre côté, ici c'est peut-être la raison. Voici un extrait de l'article « La santé maternelle des Africaines en Île-de-France, racisation des patientes et trajectoires de soins » de Priscille Sauvegrain. Selon les époques, différents arguments expliquent le recours à la césarienne chez les femmes noires. Au cours des années 70, les Africaines ont été très fortement césarisées en raison d'une mécanique obstétricale différente. Ainsi, on trouve des descriptions cliniques qui les doteraient de bassins plus petits que ceux des autres femmes. Ceci s'expliquerait par le caractère du bassin qui présente une forme androïde, c'est-à-dire une morphologie en H ou en V. Dans les années 90, c'est la prévention de la transmission mère-enfant du VIH qui va venir justifier l'établissement d'un protocole de césarienne systématique pour toutes les femmes séropositives. Dans les années 2000, le corps médical s'appuierait sur une caractéristique clinique concernant leur temps de gestation. Cette donnée probante, entre guillemets, s'appuie sur une étude qui rapporte que les patientes d'origine africaine, ou black aux États-Unis, ont une durée de grossesse plus courte de 5 jours que toutes les autres femmes. Mais ouais, ça c'est... donc toi, tu as aussi vécu, tu as eu une césarienne, alors que tu partais pour... moi je parlais pour... moi j'ai parlé d'une vie. Le comble du médecin. Moi, je suis comme ça. Non, vas-y. Moi, je partais, donc j'avais peur de la péridurale, parce que j'avais déjà fait des pulsions lombaires, moi, donc je savais c'était quelle aiguille qu'on mettait dans le dos. Mais jamais de la vie je mettrais ça, jamais. Donc j'avais fait toute une préparation pour accoucher sans péridurale et tout ça, donc j'étais prête. Et en fait, après, il y a eu des anomalies du rythme cardiaque. Du coup, on m'a dit, on va vous poser une péridurale. Et j'ai dit, maintenant, j'ai peur des aiguilles, tout ça. Et donc, on m'a dit, bon, quand même, au cas où, si... il y a plein de choses à parler aussi sur la maternité, sur comment t'es pas maîtresse de ce qui se passe en toi. Oui, c'est je te dis, il faut que tu mettes la péridurale, tout ça, c'est tout. Il y a plein de choses à dire là-dessus aussi. Ouais, c'est... Il y a des documentaires là, je l'ai pas regardé parce que... pour l'instant, je peux pas encore le regarder, moi. Parce que du coup, mon accouchement, donc péridurale, il y avait vraiment de gros ralentissements. En fait, on m'a poussé au bloc opératoire directement, sans que la péridurale agisse. C'est pas vrai. Et on a commencé à m'inciser. Là, chez la péridurale, oui, elle n'avait pas commencé à fini de vraiment agir, et donc on a commencé à m'inciser. Donc je sentais tout. C'est pas vrai. Ouais. T'as porté plainte? Tu peux pas. J'ai pas porté plainte. Mais enfin, on a commencé à m'inciser et j'ai dit que je sentais, du coup on m'a fait une anesthésie générale. Oh mon Dieu. Donc j'ai pas vu mon bébé sortir, enfin bref, voilà. Et en plus, apparemment j'ai perdu 1 litre de sang. Waouh. Donc t'étais knockdown. En fait, extraction du bébé à 10h37 je crois, et moi je me suis réveillée à 14h30. Ah ouais. Ouais, j'étais... Waouh. Donc c'était dur. Ouais, c'était pas facile. Mais bon, après, vu que tout s'est bien passé, j'en garde. Tout s'est bien passé. Je voulais allaiter mon fils. L'allaitement s'est mis en place direct. Ça s'est très bien passé, pas de crevasse, rien. Mais il y a plein de choses à revoir au niveau. C'est fou, quoi. Au niveau de. Et en tant que médecin, est-ce que tu penses qu'il y a des choses à faire? Mais complètement. Et pour ça, je te dis revirement, revirement complet. Du coup, là, je me renseigne complètement sur comment mieux accompagner les femmes enceintes, les femmes en général, leur redonner le pouvoir de leur corps, qu'elles connaissent leur corps.
qu'elles connaissent leur corps, qu'elles aient confiance en elles, qu'elles aient confiance en leur corps, on a un corps mais en fait qui est ouf et qui fait des trucs mais de dingue. Et que ça a été bien en fait pendant un moment que le suivi soit médical et tout ça, parce qu'il fallait baisser la mortalité infantile, etc. Que désormais, grâce à la planification des maternités, et c'est vrai que du coup t'as des grossesses qui sont plus désirées. Mais t'as encore des grossesses non désirées, et que les IVG, quasiment 70% des femmes qui font des IVG, c'est des femmes qui ont une contraception qui cesse d'être efficace. Il n'y a aucune contraception qui est efficace à 100%, donc c'est mathématique. Même si t'as une contraception, il y aura quand même des femmes qui auront des grossesses pas désirées sous contraceptif. Donc que les grossesses, il fallait baisser la mortalité, mais que là, en fait, maintenant, toutes les interventions médicales qu'on peut faire, ça fait plusieurs années, voire je crois plusieurs décennies, que la mortalité infantile et la mortalité périnatale ne baissent pas malgré toutes les interventions médicales qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait à un moment donné, voilà. Et personne ne se dit, bon les gars... On va peut-être lever le pied ou faire autrement, tout ça, et puis on parle de violence obstétricale, voilà. Il y a plein de choses à faire. Je sais que moi je ne changerai pas le monde, oui, mais à ton échelle, mais voilà, à mon échelle, je me dis que quand je vois une femme enceinte, je lui bassine que son corps, c'est son corps, ses règles, c'est ses règles. La seule chose obligatoire dans le suivi d'une grossesse, la seule chose obligatoire, c'est la déclaration de grossesse. Tout le reste, les échographies, les prises de sang, les touchés vaginaux, mais tout ça, rien n'est obligatoire. C'est vrai ? Rien. La seule chose obligatoire, c'est la déclaration de grossesse. C'est tout. Donc en gros, je peux faire ma déclaration et revenir accoucher, quoi. Et gérer mon truc de mon côté. Tu pourrais. En théorie, quoi. Voilà. Mais après, la pratique, les femmes qui font ça, les femmes qui n'ont pas de suivi, elles sont super mal vues. Elle n'est pas consciente, elle est inconsciente et tout ça, alors que en fait, ça fait des millions d'années, je crois, qu'on accouche. Donc, et que je crois que ça se passe à peu près bien parce qu'on est encore là aujourd'hui. Donc, la gynéco-obstétrique, ça fait quoi 200 ans. Que ça existe. Voilà, à l'échelle de l'humanité, c'est rien, quoi. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on se détende un peu là-dessus. Pour revoir les méthodes. Mais oui, il y a plein de choses, il y a plein de choses à reprendre. Mais bon. Mais c'est bien, ça donne quand même de l'espoir de se dire que... mais je... T'es pas sûr que tous les médecins passent comme ça. C'est ça. Malheureusement. Mais moi j'ai espoir. Je me dis, peut-être je suis trop optimiste, mais déjà qu'on en parle, parce que je sais pas, il y a 10 ans j'étais peut-être trop jeune, mais je voyais pas tous ces temps-là. Pour moi c'était, tu vas voir le gynéco, t'as ton suivi, on se plaint pas. Tu vois, ma maman, ou même ta maman peut-être, elle n'a jamais parlé de ce qui se... Ou elle le disait, mais c'était des petites... elle le disait au détour d'une conversation. Et avec le recul, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, c'était super grave ce qu'ils t'ont fait. Mais elle le prenait avec légèreté, c'est normal, j'ai pas le choix. Et c'était ça pour elle, la norme. C'était normal, quoi. C'est ça. Mais tu vois qu'aujourd'hui, toi, tu puisses dire, non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est déjà un pas en avant, tu vois. Du coup, alors je vais bientôt interviewer une doula grâce à toi. Mais du coup, effectivement, ça peut être une sorte d'aide pour les femmes. On n'en parle pas beaucoup en France, surtout aux États-Unis, on en parle à fond. C'est génial. Mais ici... je trouve que c'est dans le même état d'esprit que redonner le pouvoir des femmes. C'est ça. Et que c'est une histoire de femme, en fait. Bah oui. Déjà, reprendre la source. Mais c'est ça, à la base, c'est pas l'homme qui accouche. C'est clair. C'est une histoire de femme. Donc, et se redonner ce pouvoir, c'est pas les médecins en fait qui vont dire comment. Ils savent, en vrai, dans la formation de gynéco, dans la formation de médecin, l'accouchement physiologique, je sais même pas s'il y a vraiment un temps pour ça, vraiment. On nous apprend tout ce qui est pathologique, tout ce qu'il faut éviter, mais en fait, tu sais pas vraiment comment ça se passe. En vrai, un accouchement qui se passe bien, en fait, et vraiment naturel, un accouchement physiologique, tu sais même pas comment ça se passe. Donc c'est des suppositions. Mais oui, donc t'es tout le temps là en mode attention, faut pas qu'il y ait ça, 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 faut pas qu'il y ait ça. Ok, mais en fait tu sais pas. Mais oui, et tu sais même pas en fait, en fait la plupart du temps quand même,
il se passe pas tout ça. Bah ouais. Et du coup, il faut pas qu'il y ait ça, faut pas qu'il y ait ça, faut pas qu'il y ait ça. On a fait plein de protocoles pour éviter tout ça, mais en fait, ça se passe pas tout le temps. Bah ouais. Il y a, je crois, il y a 1% des grossesses, ou 10% je crois des grossesses, des accouchements qui se passent pas bien, mais tout le reste en fait se passe bien. Alors pourquoi on doit aller à l'hôpital? Pourquoi on doit accoucher à l'hôpital? Pourquoi on doit être suivi par des médecins? C'est juste parce qu'on nous a dit de le faire, quoi. Alors que voilà, l'accompagnement par les doulas, et ben voilà, je trouve que ça redonne confiance aux femmes, en leur corps et tout ça, et ouais, je suis complètement... ça serait cool que ça se démocratise encore plus en France, mais pareil, quand tu essayes de parler de doula dans le monde médical, on va encore te dire que t'es inallumée, mais oui, c'est ça, t'es illuminée de la tête, c'est ça, vas-y, c'est bon, faut... Le suivi médical, quoi. Incroyable. Ouais. En fait, c'est fou parce que je connais pas vraiment l'histoire de la médecine, mais à l'époque, la médecine c'était un truc révolutionnaire, tu vois, on allait à l'encontre des traditions, etc. C'est ça. Et maintenant, la médecine est devenue traditionnelle de fou. Et toutes les choses, comme les doulas, qui sont un peu plus je me réapproprie mon corps, je suis plus proche de la nature et tout, c'est super mal vu. Ah oui, complètement. Et tu te dis, mais cette terre, elle est tellement bizarre. Non, on marche sur la tête. On marche sur la tête. C'est un truc de dingue. Ah non, on marche sur la tête. Dis donc, en tout cas, merci déjà pour ce focus, parce que c'est vrai que moi, j'avais lu le livre de Lire et tout, et que j'avais vu par rapport à l'étude qui était sortie, mais c'est pas une vraie étude, c'est un mémoire. Mais de l'entendre d'une maman, ça fait mal, quoi, de se dire, encore aujourd'hui, en 2020, il se passe des choses horribles, quoi, derrière, au bloc, quoi. Ça donne envie. Mais bon, après ça, t'as quand même vécu une belle... là, c'est royal. Ouais, donc là, en termes de chance, il va très bien, il est en bonne santé. Oui. Mais du coup, est-ce que tu parlais de transmission, tu disais que aujourd'hui, tu es content de l'avoir eu à cet âge-là, parce que tu peux savoir ce que tu veux lui transmettre. C'est ça. Donc je sais que tu couds, donc je pense que tu utilises beaucoup de tissus. Notamment. Et du coup, comment est-ce que toi, tu as décidé de transmettre Alors déjà, je parle uniquement en sonique. Waouh. Bon, j'ai un gros accent. On s'en fout. Je sais pas rouler les airs, tout ça, mais je m'en moque. Bah oui. Mais voilà, je lui parle uniquement en sonique. Et en fait, j'avais cette envie-là. Mais je me suis dit, il fallait que je commence dès la grossesse. Donc je lui parlais, depuis qu'il est dans mon ventre, je lui parlais en sonique. Et maintenant, je lui parle uniquement en sonique. Je ne sais pas lui parler français. Des fois, je lui dis des livres, on a des livres à la maison. Donc quand je lui ouvre un livre et que c'est en français, je lui traduis en sonique. Tellement... c'est automatique. Ah ouais. Genre, moi, j'ai l'impression que si je lui parle en français, il comprend pas, tu vois, je lui traduis les livres en sonique. Mais c'est trop... Et au début, donc je parle sonique. Je comprends très bien le soniqué. Après, mon soniqué parlé, il y a des fautes et tout ça. Oui, pareil. Mais j'ai toujours... je sais que quand j'étais petite, c'est moi qui demandais à mes parents de parler soniqué parce que je voulais apprendre le soniqué et tout ça. Parce que mes parents me parlaient français. Ouais, pareil. Et donc, je crois vers 5 ans, je leur avais demandé. Donc, vraiment, c'était ta volonté. C'est quelque chose qui me tient à cœur de la langue maternelle. Et donc, du coup, je lui parle. On parle que en soniqué. Des fois, il y a des mots. Pour l'instant, il ne parle pas. Mais je sais qu'il comprend. D'accord. Complètement. Quand je lui parle, il sait faire le poisson maintenant. Et donc, son papa est blanc. D'accord. Donc, il lui parle en français, il lui dit fais le poisson. Donc, il va faire le poisson. Oui. Et moi, son papa est pas là, et je vais le voir et tout ça, et je lui dis en sonique fais le poisson, et il me fait le poisson. Donc, et pareil, il est fan des pigeons. Et je sais que par exemple, pigeon, parce que c'est comment tu le dis en sonique? Boré. Boré. D'accord. Et donc du coup, je lui dis, et je sais que ça fait pas longtemps qu'il comprend pigeon en français. D'accord. Parce que je disais que en sonique, et donc... mais je sais qu'il comprend. C'est drôle. Ouais, c'est chouette. En tout cas, c'est bien, franchement, chapeau. Je pensais pas que j'allais tenir. Oui. Je pensais pas que j'allais tenir, et je pensais pas que ça allait être autant
devenir un automatisme. Enfin, vraiment, j'étais surprise la première fois que je vais lire le livre et que je l'ai traduit en français, enfin en soniqué, j'ai fait mais. Waouh! Ah ouais, là t'es. Enfin, ça va plus quoi. Alors que je parle tout le reste du temps en français. Oui. Et là, t'arrives à avec lui, ah oui, mais enfin, c'est simple. C'est fluide. Mais c'est tellement bien. Ah ouais, non, je suis... pour ça, je suis vraiment très, très contente. Parce qu'en général, on va parler, mais de temps en temps... C'est ça. Mais je me suis dit, c'est cuit. Enfin, si je fais ça, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Et donc, du coup, pendant toute la grossesse, je parlais qu'en soniqué. Après, des fois, il y a des mots qui me reviennent pas. Du coup, je fais des périphrases en soniqué, pour expliquer. Et en fait, j'ai un gros dictionnaire français soniqué. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui l'a mais un énorme. Et du coup, où je fais ma périphrase, tout ça à main. Et puis après, je vais aller voir. Bon, voilà, c'était ça. Je l'imprime. Et du coup, quand j'ai besoin de réutiliser le mot, je l'ai. Trop bien. Non, mais ça m'a poussé un peu dans mes retranchements, de me remettre dans la langue vraiment de façon quotidienne et tout ça. Mais pour toi, mais non, c'est trop cool. T'en apprends tous les jours. Mais non, c'est trop cool. Waouh! Donc la langue. Ouais, la langue. Et après. La nourriture. Il a un plat préféré il est petit. Là, il est petit, donc là, je sais pas encore. Au niveau de la couture, j'avais fait plein de trucs en wax, tout ça. Ma mère, elle m'avait donné des pailles tissées aussi pour l'envelopper dedans. On en trouve tellement peu. C'est des trésors. Mais c'est plus que des trésors. En plus, c'était un pagne tissé que... Enfin, le motif, c'était un motif que j'avais moi quand j'étais petite. Donc, c'était pas ce pagne-là parce que il est passé celui-là, mais non, c'était... Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre dans la transmission? Je lui raconte. Donc en fait, je lui fais des massages de carité le soir. Le fameux massage. C'est ça. Et du coup, je lui raconte l'histoire de... Enfin, je lui cite toute sa famille. Je lui raconte du côté de son père, du côté de sa mère. J'essaie d'aller le plus loin possible. Je lui parle de ses cousins, de ses cousines. Après, je lui parle de son grand-père qu'il n'a pas connu et qui porte le prénom de mon père. Voilà, donc je lui raconte toutes ces histoires. Qu'est-ce que j'ai d'autre en transmission? La musique? Oui, en plus il est fan de musique et j'écoutais plein de musique pendant que j'étais enceinte. D'accord. Oui, il y a tout le temps de la musique à la maison. La musique vraiment de toutes sortes, mais il y a aussi beaucoup de musique africaine. Et d'ailleurs, il y a un livre de contes et de comptines. Je crois que c'est truc du baobab ou je sais plus quoi, mais du coup c'est des comptines un peu de partout d'Afrique. Il adore. Et ça je lui mets depuis qu'il est né, je lui mets tous les jours. Pendant le congé maternité c'était tous les jours ensemble et là maintenant je mets tous les jours où on va passer la journée ensemble, je vais pas travailler. Donc c'est la première, Et donc j'espère qu'il comprend que c'est on commence la journée comme ça, donc ça veut dire que c'est une journée qu'on passe ensemble. Et en plus il y a des chansons soniquées dans ce CD, donc on chante ensemble. Et tu comptes aller en Mauritanie? Ça je sais pas encore. Ouais. Pourquoi? J'y allais très souvent quand j'étais petite. Mes parents nous avaient tous les 2 ans. Au début, on y allait avec eux, puis après, on y allait tout seul, tout ça. Et là, ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée. Putain, La dernière fois, j'étais allée en 2010, toute seule. Après, j'y suis plus retournée et j'y suis retournée là pour le décès de mon père. D'accord. Je me sens pas à ma place. Est-ce que c'est parce que ton papa n'est plus là ou est-ce que non, parce que même déjà avant, t'avais fait... Parce qu'avant ça faisait 8 ans que j'y étais pas allée et je me sens pas à ma place. Je suis d'origine mauritanienne, sonique, musulmane. Je suis pas mariée. Mon conjoint est blanc, mais musulman. Je viens d'avoir un enfant hors mariage. Je te dis... Ça bug beaucoup trop. Mais après, je sais pas si c'est moi. Non, j'ai plus de grands-parents. J'ai plus de grands-parents. Tous mes grands-parents sont décédés. Il me reste que des oncles et des tantes et des cousins et des cousines. Mais après, c'est peut-être moi qui me fais un film de je vais y aller, en fait, je vais pas être acceptée, tout ça, parce que j'ai tout ce bagage. Qui est là, qui traîne avec moi. Et je sais pas. Mais peut-être besoin de temps aussi. Je pense que ça va cheminer.
Je pense que ça va cheminer, mais pour l'instant, au fond de moi, j'aimerais vraiment pouvoir lui montrer la Mauritanie. C'est quand même... même l'Afrique. J'aimerais bien. Voilà. La Mauritanie, pour l'instant, on verra. Mais je compte bien lui montrer l'Afrique. D'accord. Donc peut-être commencer par un pays peut-être plus neutre, plus neutre proche dans mon cœur, voilà, et peut-être ensuite continuer. Et du coup, donc, est-ce que comme c'est un enfant donc métis, donc t'as super bien réussi la transmission côté soninké, mais du coup, comment ça se passe à la maison? Donc ton compagnon lui parle en français. Il va à la crèche, je suppose. Il va à la crèche. Donc en fait, il arrive facilement à avoir cette mixité. Complètement. D'accord. Complètement. À la crèche, je leur ai dit, moi je lui parle que soninké et tout ça, donc quand je vais à la crèche, je lui parle en soninké. Après, je traduis en fait ce que je suis en train de lui dire. D'accord, voilà. très bien. Et avec son père, il commence du coup à comprendre certaines phrases en soninké, tout ça, certains mots. Mais pas le critique. Non, je pense qu'on peut encore le critiquer pour l'instant, mais je pense que d'ici quelques temps on pourra plus trop le faire. Parce que là il chope quand même pas mal de mots. Et du coup avec sa grand-mère, donc il a quand même elle est là. Elle est là, Et il y a mon frère, et il y a ma soeur, très bien. Un bon noyau dur. Mais c'est cool, en tout cas, belle transmission. Et t'aimerais avoir d'autres enfants? Ouais. D'accord. J'aimerais bien. Après, vu mon rendement, je sais pas, on verra. Oui, d'accord. Mais je suis déjà comblée là. Ouais, tu te dis si ça va, tant mieux. Si ça va pas, je l'ai déjà dit. J'ai réussi à faire fi un peu moi de toutes les injonctions. Voilà. Vu mon histoire, j'ai fait un peu fi de tout ça. D'accord. Je pense que c'est vraiment parce que j'ai envie moi. Moi, je pense que si mon utérus était fiable et tout ça, j'en aurais eu. J'aimerais bien 3, 4, je pense que c'est chaud. Vu mon âge. Après, tout est possible. Oui, c'est pas. Mais j'aimerais bien. J'en ai déjà un, franchement. T'es contente, Alors, du coup, on va peut-être avancer. Je vais te poser une petite question. Donc, qui est ta chanteuse afro-descendante préférée? Celle qui t'inspire? Et est-ce que tu as un titre en particulier? Il y a Myriam Makeba. Super choix. Oumou Sangaré. J'adore aussi. C'est Oumou, quoi. C'est ça. Il y a juste ça à dire. C'est ça, il n'y a rien à dire. Mais dans toutes mes préférées, là, c'est Oumou quand même. D'accord. Et Myriam Makeba quand même. Elles sont... Et quel est ton personnage de fiction, film ou série qui embrasse son choix de maternité avec classe? C'est nul, mais j'aimais bien... Quoique on sait pas trop c'était quoi son choix. Si, on le sait en fait dans Scandale. Ah oui, Olivia Pope. Si, on le sait pas. Je crois qu'elle en veut pas du tout et pas du tout. Et oui. Son enfance. Après, en fait, j'aimais bien le fait qu'elle soit nette. Non, je veux pas d'enfant. Après, tout le personnage joue aussi. Mais ils se discutent. Tu es controversée. Tout ça. C'est quand même quand elle est à la plage, je sais pas si tu l'as vu. Oui, elle est à la plage et tout. Vas-y, tu vas saouler. Genre, c'est en mode quand elle est chic. Mais oui. Et quand elle est classe, elle a les cheveux raides. Ça, c'est vrai que ça fait très 2000. Mais oui, et puis même, c'est la maîtresse du président. Elle a une position particulière. La femme noire qui est encore là.
Je comprends. Tu aurais pu faire autre chose. Voilà, certes, t'as cette position, mais bah, tu aurais pu y arriver autrement. C'est ça. Là, on te montre que voilà, pour être une femme noire aussi influente, du coup, j'avais fait ça. Mais oui, sur son désir, mon désir, t'es ultra clair, mais. Et t'appréciais. Parce que, en fait, même si moi j'adore les enfants, je suis vraiment très touchée par les femmes qui n'en veulent pas et qui le disent. Oui, c'est son jugement. Ça. Non, mais elle est belle, pour un truc de ouf. L'heure d'aujourd'hui de venir et de dire je veux pas de gosse et je l'assume. C'est un courage de dingue. C'est vrai. Donc, moi, même si j'adore les enfants, enfin voilà, ces femmes-là. Oui, t'es pas à dire. Non, c'est génial. C'est génial. Et enfin, même il y a tellement d'injonctions. Tu sais, même si les questions qui sont genre bienveillantes, c'est pour quand le bébé ou à quand le deuxième. Mais en fait, les gens, vous ne connaissez pas l'histoire de chacune femme. Vous savez pas ce qu'elles subissent, vous savez pas ce qu'elles sont en train de vivre. Effectivement. Fermez vos bouches. Si elles vous parlent, tant mieux. Voilà. Mais si en fait elles vous ont rien dit, peut-être qu'il y a rien à dire. C'est ça. Voilà, il y a d'autres questions, tu peux t'intéresser aux femmes autrement que de lui demander son statut de mère. Voilà, c'est ça, on s'en fout quoi. Mais c'est bien ce que tu dis, parce que surtout au sein de nos communautés, même celles qui ont fait des études, etc., elles vont quand même te dire mais comment ça se fait quoi. C'est ça. Mais c'est c'est bon, t'es une femme forte, t'as fait des études, bon, mais le vrai truc là, ça y est, on passe aux choses sérieuses là, le mariage, les enfants quoi. Mais tu vois, il y a encore ça quoi. Ou genre t'es une féministe de fou. Ça. Oui, non. J'ai juste pas envie quoi. C'est ça. Donc tu m'as dit que t'avais pas eu le temps de lire beaucoup pendant ta grossesse, mais est-ce que t'as un livre préféré? J'en ai plein. C'est dur. Mais bon, quand même. Là, si je réfléchis pas et c'est sous-cortical, c'est L'autre moitié du soleil de Chimamanda Ngozi Adichie. Notre chère et tendre Chimamanda. Après, il y a quand même Léonora Miano. Oui, elle gère aussi. J'ai pas lu son dernier livre. Ah, je l'ai acheté, j'ai pas lu non plus. Ça me pas lu. Elle a une plume et elle est tellement intelligente. En plus, elle est introvertie, j'ai l'impression, mais c'est souvent les plus... attention. Elle est très mystérieuse. Moi, du coup, j'habite pas très loin de la librairie féministe Violette & Co. Oui. Elle est pas très loin. Et souvent, quand elle sort des livres, elle fait des séances dédicaces là-bas. Cool. Et donc il y a plusieurs fois où je suis allée la voir et tout, et il y avait une fois, et notamment pour son livre Crépuscule du tourment, le premier, il m'a tellement secouée. Mais genre j'étais ah là là. Donc en plus c'était un moment où je faisais beaucoup de couture, donc je cousais beaucoup de wax. Il y a tout un passage dans le livre sur le wax. Où elle te dit en fait grosso modo que oui, les gens disent que le wax c'est africain, mais en fait c'est pas du tout africain, ça vient des colons des Pays-Bas, qui sont partis à Java, ça. Et c'est horrible parce que en fait je le présentais comme ça, moi, le wax en plus, quand je disais en fait, un truc qui a été importé, tout ça, mais quand même, je lui trouvais, je sais pas pourquoi, une part d'africanité. Et donc, ce passage m'avait tellement secouée. Alors, je me suis dit, bon, c'est bon, j'arrête, je coupe plus de wax et tout ça. C'est ça, j'arrête. Et du coup, je lui en avais parlé quand je l'avais rencontrée, j'en avais parlé. Elle a fait, écoutez, là, il y avait plein de monde. Écrivez-moi une lettre et tout, on va discuter. Vas-y, j'ai vraiment écrit une lettre. En mode épistolaire. C'est ça, et vraiment, je lui ai écrit une lettre et tout, que j'ai envoyée aux éditions Grasset, parce que c'est là-bas qu'elle est. Et elle m'a répondu. Waouh! C'est génial. Et du coup, on a eu une petite correspondance, et elle m'a même envoyé ensuite un de ses livres, un de ses premiers livres qu'elle avait écrit. Elle est chouette. C'est une belle personne. Je kiffe. Ok. Donc voilà. Les deux. Après, il y en a d'autres encore. D'autres écrivains. Et à ton fils, tu lui
tu lui lis quoi? Là, je lui lis des petites histoires d'enfants, mais je me suis préparé toute une collection de livres afro-descendants, voilà. Il y a Laura Safou qui a sorti Des millions de papillons noirs. Et le nouveau, Le chemin de Jada, je les ai déjà à la maison. J'ai pris plein de livres, de petites éditions. Il y a un truc sur les Sonic, Voyage chez le Sonic. D'accord. Parce qu'en fait, c'est du papier déchirable, donc pour l'instant, là, on peut pas. Voilà. Plein de choses, plein de livres sur l'inclusivité et tout ça. Ah ouais, t'es déjà top. Ouais, je sens. Voilà. Et je lis plein de livres aussi pour mon travail, même pour moi, sur transmission, éducation, tout ça. Super maman. Il va avoir. Ça se trouve, il va faire un rejet de tout ce que je vais lui proposer. Mais toi, au moins, t'auras tout. Mais voilà, moi j'aurais proposé tout ça. Après, on verra ce qu'il prendra là-dedans. Franchement, c'est trop classe. Et non, c'est bien, bravo. J'adore les livres. J'ai oublié. Oh là là, Marie Scondé. Ah bah oui. Ah non. Ah oui, non mais tu sais que j'ai lu que ses goûts. Ouais. Et franchement, j'ai tellement de livres que je suis là, il faut déjà finir ce cas. C'est génial. Mais elle a aussi une plume et son histoire quoi, antillaise avec c'est ça. Mais oui, c'est magnifique. Ouais, non mais tu continues, ils sont géniaux ces livres. Ils sont géniaux. Et du coup, pour terminer, comment compléterais-tu cette phrase? Tant que je serai noire. Mais en plus, j'ai écouté déjà et du coup, j'avais plein de trucs. Et tant que je serai noire, je serai ça. Et là, maintenant que tu me poses la question, je sais pas lequel choisir. J'ai envie de dire que je serais fière. Pas mal celle-là. Ouais, j'ai envie de dire que je serais fière. Je pense qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas répondu ça. Moi, je suis sûre que je n'aurais pas répondu ça. C'est beau, hein. Tu vois, l'espoir, ça donne envie, tu vois. Mais il y a quand même beaucoup de combats à mener encore. Vrai. Quand je vais dire à ma mère que j'ai interviewé un docteur noir, elle va me dire que c'est pas vrai, parce que des fois, dans nos petits villages, il y a des petits noirs qui se perdent, je sais pas, on leur donne des missions. Et typiquement, un jour, il y a un médecin du même nom de famille que moi, et genre, elle m'appelle, mais aujourd'hui, j'ai vu un docteur qui s'appelle comme nous. Elle était, mais genre, choquée. Et du coup, voilà, c'est des exceptions comme ça, et j'aimerais tellement que ça devienne normal, quoi. Que même toi, quand on te voit, tu ne sois pas choqué, parce que tu n'en as pas parlé, mais je pense que tu as dû en voir de toutes les couleurs. J'en ai vu, même ici, oui, complètement. T'imagines dans un village. Bah oui. Non mais oui, j'en ai vu. J'en vois moins maintenant. Mais j'en vois encore. T'as encore des réactions. Sérieux? Comme dans le film de Camini, quoi. Ah ouais. En fait, vis-à-vis des patients, vu là où je travaille, maintenant je suis connue donc ça va. Mais c'est vis-à-vis des autres personnels. D'accord. Ah, c'est vrai? J'aurais pas cru. Ouais, c'est moche. J'étais... La dernière en date, c'est le SAMU. J'avais appelé le SAMU pour une patiente. Et en fait, ils ont pas cru que c'était moi le médecin. Quand ils sont venus. Ouais, non, c'est ouf. Arrête, en mode il est où le médecin? Déjà, en fait, moi, je consulte en civil. D'accord, t'as pas de blouse? Non, j'ai pas de blouse. Et donc voilà, la patiente, je l'avais installée dans un box. Et en fait, donc je suis allée à la rencontre des gens du SAMU. Et donc, bonjour et tout. Je suis une docteur. Suivez-moi. Et en fait, ils m'ont pas suivi. C'est pas vrai. Non, mais c'est dingue. Non. Incroyable. Enfin, ici, quoi. Je veux dire, faut arrêter, quoi. Et je pense pas que t'es un vieux. Non. Ah oui. En fait, c'est ça qui me tue. Et genre, il est où le médecin? Je suis là. Non, c'était un peu horrible. Je l'ai pas très bien vécu. Après, c'est pareil. Est-ce que après ils ont beaucoup discuté le diagnostic et tout ça? Pourquoi ils ont discuté? Je sais pas. Mais bon, j'étais saoulée.
Franchement, cette ambiguïté est chiante, quoi. Ouais, c'est pas. J'espère qu'un jour, on n'aura plus à réfléchir 2 fois, à se dire est-ce que... est-ce que c'est parce que c'est moi Oh là là. Mais bon. C'est pour ça que je travaille là où je travaille. Oui. Parce que c'est une zone où du coup il y a plein d'enfants d'origines différentes et qui se rendent compte en fait que le médecin il peut être autre chose que l'homme blanc. Montrer qu'il y a une diversité qui est et qui est possible. Que eux-mêmes le soient. Exactement. Et donc c'est vraiment aussi pour ça que je travaille là-bas et que c'est hyper important. Mais c'est clair. Qu'on leur montre que c'est possible. Franchement, parce que, je sais pas si c'est parce que c'est générationnel, etc. Mais moi, j'ai pas beaucoup d'amis qui ont fait médecine. Même moi, quand mon père me dit pourquoi tu tenterais pas médecine, j'ai rigolé. Je me suis dit, mais j'y arriverai jamais, c'est trop dur. Puis médecin, tu vois, c'est souvent des familles de médecins. Tout ça qui est derrière. Et du coup, même toi, tu te mets une barrière. Complètement. Et je me dis, si t'as un enfant, tu vois un médecin noir, tu te dis, en fait, c'est possible. C'est comme être journaliste. J'avais vu Harry Roselma qui disait, j'ai permis à plein d'enfants noirs de se dire, je peux être journaliste. Et tu te dis, on a besoin. Ah, mais oui. Et nous, notre génération, là, c'est ce qu'on doit montrer à nos enfants. C'est ça. Après, j'en parle souvent avec mon compagnon qui est un peu plus rude. Parce que lui, il me dit, mais il faut arrêter de s'émerveiller à chaque fois qu'on réussit un truc. Je dis oui, mais si nous-mêmes, on fait pas la promotion, c'est pas eux qui vont le faire, quoi. Donc, et pour l'instant, on est à ce stade-là. Mais c'est ça. La prochaine, peut-être la prochaine génération, on sera normal, c'est normal. Mais pour l'instant, ça n'est pas. C'est ça. Donc en fait, oui. Mais c'est vrai qu'il y a souvent ces clashs. En tout cas, je te remercie vraiment pour ce super échange. Merci à toi. Aussi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'espère qu'on continuera l'aventure peut-être une fois avec un autre sujet. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tant que je serai noire. J'espère qu'il vous a plu. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à faire un tour sur la page Instagram, le compte Twitter et le blog Tant que je serai noire. Pour permettre au podcast de gagner en visibilité, je vous invite à vous abonner, commenter, mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcasts. Merci et à bientôt.